Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, salut les 100% et salut les tamalous. Je sais pas qui est 100%, tu vois, depuis que tu as dit ça, à la salle, on se marre, parce qu'il y a personne qui est à 100% en fait. Alors, je sais pas si dans nos auditeurs, il y a des personnes qui sont à 100%, mais j'aimerais bien qu'ils se manifestent. Mais moi j'étais à 100% avant, je veux ma vie d'avant. T'étais pas vraiment à 100% parce que tu avais toujours un petit truc léger aux épaules ou au coude, ou il y avait toujours un petit truc quand même. Ouais, mais finalement, rétrospectivement, la fameuse tendinite, là, c'est comme si t'étais à 100% en fait, parce que t'as pas une douleur dans tes activités de tous les jours, comme j'avais déjà dit, à moins que tu sois ramoneur ou des métiers comme ça, mais normalement, t'es à peu près peinard. Alors que quand ça commence à toucher les genoux et le dos, c'est un peu plus Ça va, compliqué. il te reste les épaules. Tu pourrais faire épaules, dos, genoux, et là tu serais nickel, quoi. Tu serais vraiment l'archétype des douleurs du gars qui fait de la muscu. Ouais, bah attends, bah, je parlerai de ma superbe évolution quand ce sera mon tour de parole. Et ben Et, justement, Fabrice, quelles sont les news? ah oui, Est-ce que t'es revenu neuf? Comment ça euh, avance tout ça? ouais. Et ben alors pour tous ceux qui suivent toutes mes aventures là depuis quelques mois, et ben ça, il y a eu des hauts et des bas. Et donc voilà. Et à un moment donné, la tendance était quand même positive. Et puis là, bah, dernièrement, j'ai eu un nouveau bas. Donc pas de chance, si on peut dire. En fait, pour ceux qui se souviennent, donc au début j'avais mal au dos. Après, du coup, j'ai compensé en me faisant plein de flexions, on va dire, vu que je pouvais plus trop utiliser mon dos pour me pencher. De là, peut-être sont arrivées des douleurs aux genoux. Et après, quand j'ai eu les douleurs aux genoux, je pouvais plus trop fléchir les genoux. Et j'avais dit, pour ceux qui se souviennent du podcast, je serais pas étonné que maintenant, comme je me penche beaucoup en avant, un peu en caricaturant, comme si je faisais un espèce de semi-soulevé de terre, jambes tendues à chaque fois, je serais pas étonné qu'après j'ai des problèmes à l'arrière du genou et aux ischio-jambiers. Et comme de fait, bah, dernièrement, j'ai eu des problèmes aux ischio-jambiers et je me suis retrouvé avec des contractures aux ischio-jambiers et mollets. Difficile à expliquer. Alors, je suis retourné marcher un petit peu dans ma forêt sableuse et tout ça, mais de là à dire qu'un petit peu de marche dans la forêt sableuse, ça génère pareil contracture, je sais pas trop. Mais bon, de la même façon, déjà la dernière fois, de là à dire qu'un petit peu de randonnée en descente, ça génère un syndrome fémoro-patellaire, c'est pareil, c'est un petit peu curieux, mais bon. Bref, toujours est-il que je me suis retrouvé avec des contractures aux ischio-jambiers et des contractures aux mollets, mais un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir des jambes en pierre. C'était Ah, terrible. t'as fait la méthode de l'homme de pierre, c'est comme ça que Ouais, c'est comme ça que ça s'appelait? c'était la méthode de l'homme de pierre où j'étais en train de me transformer en golem et donc ça faisait super mal parce que j'avais plus j'avais plus de position de repos dans la journée. C'est-à-dire que quand je m'asseyais, j'avais les ischio-jambiers qui étaient en train de se contracter très rapidement. Voilà, c'est le principe de la contracture. Et donc, du coup, ben, je pouvais pas rester assis très, très longtemps. Si je me levais et que j'étais debout tout droit sans rien faire, par exemple en train de faire la vaisselle, et ben là, cette fois-ci, c'était les mollets qui étaient en train de se contracturer à toute vitesse. Et en gros, je pouvais éventuellement marcher un petit peu. Et encore, c'était pas si évident avec les mollets.
ou être couché. Mais malheureusement, être couché, c'est devenu une galère depuis 2 mois parce que suite à un exercice chez le kiné, je me suis mis à avoir une douleur à l'arrière du genou droit en position couchée. Il n'est pas bien clair ce que c'est. Personne n'a trouvé ce que c'était, mais du coup, en position couchée, je suis pas non plus dans une super position de repos. Et au final, la seule position de repos qui était à peu près possible, c'était couché sur le côté dans mon lit avec les jambes légèrement fléchies. Donc, inutile de dire que c'est pas très fun et qu'en plus, nous, comme dès qu'on est inactif, on s'ennuie à crever, c'était pas simple. Alors, mon espagnol a pas mal progressé pendant ces quelques jours, vu que du coup, j'ai fait plein de leçons d'espagnol, là. Et puis voilà. Et finalement, c'est en train de partir grâce à ma femme bien aimée qui m'a fait des tas de massages avec une pommade chauffante, plus quelques étirements de ma part légers. Et puis, petit à petit, les contractures passent. Mais ça n'a pas été un très bon moment. Le mec est malin, quoi. C'est comme s'il avait kiné à domicile gratuitement, quoi. Ouais. Il simule des douleurs pour se faire masser, quoi. Ouais, cela dit, si elle avait pas été là, je sais pas trop comment j'aurais fait parce que tu peux essayer de te faire toi tes automassages, mais bon, c'est pas pareil. Puis tu peux pas mettre la pommade aussi bien, tout ça. Enfin bref, toute une affaire. Et du coup, moralité, j'ai encore pas pu m'entraîner pendant plusieurs jours à cause de ces contractures, ce qui fait que quand elles vont se terminer puis que je vais me remettre à m'entraîner à nouveau, j'aurai eu un espèce d'arrêt. Donc du coup, à nouveau, je suis un peu déconditionné. Enfin bref, tu vois l'espèce de cercle vicieux, le même quoi, en gros depuis 6 mois, où t'as un petit truc, t'es obligé d'arrêter de t'entraîner, tu reprends, tu ras à nouveau un petit truc, etc., etc. Enfin, donc bref. Et alors, justement. Je discutais de mes malheurs avec ma mère et elle qui est infirmière et qui je pense représente assez la personne moyenne, mais ceux qui écoutent pourront le dire. Elle me disait qu'en fait il fallait que je prenne des antidouleurs, que c'était pas normal en 2023 avec tout ce qui existait d'avoir mal toute la journée et que le minimum c'était au moins de prendre du paracétamol. Et donc j'ai dit que juste avant de dormir, je prenais 500 mg pour pouvoir dormir. Et il m'a dit, oui, mais ça, c'est une dose pour les enfants. En fait, faudrait que tu prennes beaucoup plus, voire même aller voir le médecin pour avoir des anti-inflammatoires, tout ça. Et donc, je me suis interrogé sur la chose, Rudy. Et c'est vrai que nous, on n'aime pas prendre des antidouleurs parce qu'on a toujours peur que si on ne ressente plus la douleur, on fasse des mouvements qui accroît le problème. Qu'on force plus. Voilà. On force, en fait, on sent plus rien. T'y vas. À l'instar des personnes des fois qui se dopent dans les efforts d'endurance, qui prennent des antidouleurs et puis en fait ils sont invincibles, quoi. Donc voilà. Ils ont l'impression d'être invincibles en tout cas. C'est ça. Et donc du coup notre philosophie globalement c'est de pas prendre d'antidouleurs, mais c'est vrai que du coup des fois on en bave et puis on peut même s'interroger sur si c'est la bonne philosophie, vu que finalement des fois quand selon ce que tu as, t'as une douleur qui peut être disproportionnée par rapport à la cause, tu vois. Genre là j'avais très très mal alors que j'avais pas tu vois, mon muscle n'était pas déchiré ni rien du tout. En fait, c'était juste. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une contracture, moi je me le représente comme ça. En gros, si vous avez déjà eu une contracture, c'est 70% d'une crampe, on va dire, et un petit peu plus par intermittence, mais tout le temps. Alors qu'une crampe, voilà, vous avez 100% du muscle qui est contracté pendant je sais pas combien de temps, moi, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute peut-être. Là, une contracture, c'est un peu moins de contraction, un peu plus intermittent, mais toute la journée. En gros, c'est ça. Ça, c'est parce que tu manges pas de viande, c'est sûr. C'est à cause du véganisme. Mais, voilà. Franchement, si j'étais vegan que depuis 6 mois, là, je m'interrogerais sérieusement. Non, mais il faut du temps pour avoir les effets négatifs. Ouais, peut-être. Enfin, bref. Et donc, à un moment donné, c'était insupportable. Et donc, je suis allé à la pharmacie. Et donc, j'ai demandé ce qu'on pouvait appliquer comme pommade. Voilà, elle m'a filé une pommade quelconque. Et elle m'a donné aussi, alors là, c'est la blague, un décontractant musculaire. Et comme j'étais aux abois, j'ai tout accepté ce qu'elle m'a donné. Il a tout acheté, le type. C'est un bon client. J'ai acheté le décontractant musculaire et la pommade, mais ça passait encore avec la carte sans contact. Donc, ça n'a pas dépassé 50 €. Mais c'était déjà bien assez cher, j'ai trouvé. Et en arrivant chez moi, donc je regarde ce que contenait le décontractant musculaire. En gros, c'était un multivitamine comme le nôtre, mais avec moins de vitamines. En gros. Comme tu as cru, ça t'a bien décontracté. Ouais, tu parles. En gros, il y avait un petit peu de magnésium, et je crois que c'était le magnésium qui, à l'allégation autorisée par l'Union européenne du style aide au bon fonctionnement des muscles, et c'est grâce aux 15%
grâce à l'apport en magnésium équivalent à 15% des valeurs recommandées quotidiennes qui étaient présents dans le supplément, qu'ils avaient droit à l'allégation et donc du coup qu'ils ont pu faire un marketing autour du fait que ce soit un décontractant musculaire, alors qu'en réalité dedans tu avais un petit peu de magnésium, un peu de potassium, un petit peu de cuivre, un petit peu de sélénium, de la vitamine B12, B6, je crois, puis de la B1. Mais bon, il y avait vraiment pas grand-chose dans ce complément-là, puis ça coûtait la peau des fesses, et ce qui n'a rien d'étonnant vu que souvent on dit que c'est sur le paramédical que les pharmacies font leur marge. Par contre, la pommade plus le massage, vraiment ça a eu un effet. Alors je sais pas ce qu'elle contenait la pommade, elle a un effet chauffant, donc tu te fais masser, puis après t'as très chaud, comme si un peu t'étais dans. T'as parlé de la composition de la pommade? Comment elle s'appelle? Si, mais j'ai oublié, peu importe. Mais voilà, c'est un peu comme si t'étais dans ton bain, mais uniquement pour le muscle considéré, quoi, parce que ça te chauffe. Et puis, en plus, le massage, voilà, ça aide à décontracter. Et alors moi, tu te souviens, avant, quand on parlait de rouleau d'automassage, j'ai jamais compris pourquoi les gens avaient mal avec le truc d'automassage. Bah oui, parce que toi, t'étais plutôt mou de base. C'est comme ça que tu t'es qualifié d'ailleurs. Et Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avant, j'avais pas de nœud. En fait, avant, j'avais une belle vie, moi. J'étais souple, j'avais pas de nœud. Je pouvais garder des chiens puis aller marcher tout d'un coup parce que ça me prenait 4 heures dans la forêt sablonneuse. Ça me générait pas de contracture. Si tout d'un coup, j'avais envie de mettre le gilet lesté plusieurs jours de suite, je mettais le gilet lesté, tout allait bien. Et puis, voilà, j'avais une très belle vie. Et maintenant, le moindre truc semble être un entraînement intensif maintenant. Vu les effets même pas l'entraînement intensif, parce que sur le coup, tu sens pas que c'est très dur. C'est après que c'est après que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis juste allé marcher dans le sable, bon Dieu. Ou alors, il y a encore quelque chose d'inexpliqué. Enfin, bref. Et alors, du coup, quand elle me massait, je sentais bien qu'en fait, il y avait tout des nœuds, puis elle aussi. Chaque fois qu'elle passait avec son pouce à certains endroits, ça faisait un nœud. Et en gros, sur le mollet droit, je devais avoir 3 ou 4 nœuds. Et dans l'arrière de la cuisse droite, c'est pareil, j'avais 3 ou 4 nœuds. Donc c'était. Et là, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est ça quand on a des nœuds. Mais bien sûr, j'ai pensé pour ça qu'on masse. Ouais. Tu sens que c'est pas souple, tu vois. Ouais, c'est ça. Et alors, au fil des jours, ça a diminué un peu. Les nœuds ont diminué, semble-t-il, en taille, du moins de ce qu'on peut essayer de deviner en touchant, et même en nombre, parce que sur la jambe gauche, il y en a moins. Et là, effectivement, j'ai compris pourquoi tout le monde disait que les automassages, ça faisait mal. Ben oui, ça fait mal quand t'as des nœuds. Bien sûr. Et tu vois, si tu prends un pistolet de massage, t'as souvent plusieurs vitesses. Donc moi, j'ai un TerraGun. Je pense que c'est de ceux que j'ai essayé, c'est le plus efficace. Et en fait, il tape et en fait, t'as plusieurs vitesses dessus. Et en fait, au début, t'as tellement de nœuds entre guillemets, t'es tellement tendu. Et tu mets la première vitesse et plus t'en fais souvent, plus tu peux entre guillemets aller monter en vitesse de percussion, en force de percussion. Et donc après, t'es beaucoup plus détendu, quoi. Mais ouais, en fait, toi, c'est parce que t'étais souple, détendu de base. Moi, qui ai toujours été plutôt tendu, moi, j'ai des nœuds. C'est vite dit, mais je vois que si je masse un peu avec le rouleau ou même avec le TerraGun au début, et je dis putain, faut pas que j'aille trop fort parce que tu sens que c'est tendu, quoi. Alors, donc du coup, je voulais en revenir à cette histoire dentalgique et d'anti-inflammatoire. Donc tu t'es drogué, donc tu passes plus au contrôle antidopage. C'est ça. Donc l'idée, voilà, donc nous on évite d'en prendre parce qu'on se dit on va forcer sur le truc et après ça va générer encore plus de problèmes. Mais sauf que des fois en réalité la cause de la douleur est pas si terrible que ça, puis finalement il n'y a pas vraiment de risque de forcer sur la douleur et finalement on s'impose un peu la douleur. Sans trop savoir pourquoi. Alors peut-être que c'est un reliquat de notre mode on est des guerriers. Mais et voilà. Et d'autre part, à force d'avoir la douleur aussi, on a tendance aussi à se raidir. Et finalement, on peut accroître le problème. Bien sûr, on compense. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dans le cas des lumbagos ou des torticolis, donc le muscle se contracte fortement dans une position suite à un choc ou à un mouvement inhabituel. Voilà, il y a une forte contraction du muscle et puis on est bloqué. Donc, dans le cas d'un torticolis, si j'ai tout bien compris, mais tu vas confirmer, Rudy, voilà, c'est l'équivalent d'une contracture au cou. Oui. Et dans le cas du cou. Voilà. Et dans le cas d'un lumbago, en gros, c'est des contractures des muscles du dos. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que dans ce cas-là, on pouvait prescrire des anti-inflammatoires ou des antalgiques
pour éviter justement qu'à cause de la douleur, on se contracte encore plus et puis que finalement, on n'arrive pas à sortir du problème. En fait, dans ce cas-là, la douleur et la contraction qui serait générée par le fait qu'on se rétracte parce que du coup, voilà, on est très tendu, ferait empirer le problème. Et donc, du coup, bah voilà, je me suis demandé, effectivement, peut-être que si j'avais pris plus dentalgique, peut-être que je me serais un peu plus détendu, j'aurais évité de me recroqueviller dans mon lit et de me transformer en pierre, et ça se trouve, les contractures seraient peut-être parties un peu plus rapidement, je ne sais pas. Et donc, du coup, Rudy, je voulais savoir ce que toi, ton avis sur le sujet, et même ceux qui nous écoutent, voilà, de les interroger dans leur tête pendant qu'ils écoutent le podcast. Est-ce que eux, bah, quand ils ont des douleurs comme ça, est-ce qu'ils considèrent qu'il faut prendre des antalgiques, voire des anti-inflammatoires, ou est-ce que, bah non, c'est tricher, ou il faut pas, ça Bah, va c'est empirer le tricher. problème, Non, etc. mais je pense que tu as bien résumé les choses. En fait, il y a ce que tu peux supporter et ce que tu peux pas supporter. On sait que la douleur, comme c'est multifactoriel, on sait qu'il y a une grosse part d'origine nerveuse. Et ça veut dire qu'il y a une sorte de mémoire, un peu comme une mémoire musculaire, une mémoire graisseuse. Et donc, plus tu as mal longtemps, plus cette douleur, entre guillemets, est ancrée, plus c'est difficile à faire partir. Donc, c'est sûr que si ça dure trop longtemps, ta douleur, bah là, à mon avis, il faut prendre des antalgiques. Sur les anti-inflammatoires, je voulais rappeler que normalement, avec ce qu'on propose notamment sur la boutique Superphysique, les oméga 3, c'est l'un des plus puissants anti-inflammatoires. Si on en prend suffisamment et qu'on n'a pas un ratio oméga 6, oméga 3 complètement déséquilibré, normalement, c'est hyper anti-inflammatoire. Le problème des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est que ça bloque un peu normalement le processus de régénération, mais il arrive que justement aussi ce processus de régénération, de guérison, régénération c'est peut-être un peu fort, mais de guérison, et ben en fait soit bloqué. Soit bloqué, c'est un peu comme la récupération. On fait un effort et au fur et à mesure qu'on vieillit, avant on récupérait sans rien faire, maintenant faut faire plein de choses pour récupérer. Faut comme tu dis, bah voilà, là tu parlais de massage, faut faire peut-être des étirements, faut faire circuler le sang, faut faire du pistolet de massage, faut mettre des vêtements de compression. Bref, il y a plein de choses qu'on pourrait faire de l'électrostimulation. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place. Et donc ouais, l'inflammation c'est un peu pareil. En fait, des fois ça peut se retrouver un peu bloqué. Et si on prend pas d'oméga 3, si on n'a pas une alimentation hyper saine, ça c'est souvent minimisé aussi. Hein. Si vous tapez alimentation anti-inflammatoire, vous verrez qu'il y a pas mal d'informations sur le sujet. Mais si vous mangez pas plein de légumes, plein de fruits, vous bouffez beaucoup d'aliments industriels, vous mangez peut-être beaucoup de viande rouge tous les jours, mangez plein de féculents, voilà, vous manquez de lipides essentiels, bah forcément vous êtes dans un état inflammatoire de base. Et bah certes, il faudra avoir son alimentation, mais si c'est pas dans vos options, et ben les anti-inflammatoires vont aider. Mais c'est vrai que comme toi, moi j'ai tendance, la seule fois là où j'en ai pris, c'est quand je m'étais déchiré, bah, pour ceux qui suivent, je suis en pleine guérison, donc je suis presque guéri. Je me suis déchiré le long fibulaire lors de mon 10 km d'Annecy. Là, c'est sûr qu'après, pour dormir, j'étais obligé de prendre quelque chose, je pouvais pas dormir, quoi. Ça me lançait tellement que c'était impossible de dormir. Donc j'ai pris un truc, mais sinon j'évite au maximum pour essayer, comme je dis souvent, de faire équipe avec mon corps. Mais parfois, j'ai pas l'impression que mon corps veuille faire équipe avec moi. Et c'est là le problème. Et quand c'est comme ça, bah moi, j'hésite pas à monter les doses d'oméga 3. Donc au lieu de prendre 2 ou 4 gélules, bah des fois je peux monter à 12 gélules, à doubler les doses de collagène aussi, à doubler les doses de glucosamine, à manger encore plus de légumes, même si j'en mange déjà pas mal, à éviter bah, tout ce qui est inflammatoire, donc tout ce qui est produits laitiers par exemple, qui sont hyper inflammatoires, à éviter tout ce qui est gluten, qui peut être hyper inflammatoire aussi pour beaucoup de personnes. Je sors d'ailleurs un podcast sur les secrets du sport mardi sur le sujet avec un des meilleurs spécialistes en micronutrition du moment. Donc moi j'essaye d'éviter, mais c'est vrai qu'il faut pas laisser la douleur s'installer parce que plus t'as mal longtemps, plus ça reste. Il faut pas laisser l'inflammation entre guillemets. Si ça diminue de jour en jour, eh ben tout va bien. Mais si ça diminue pas et que ça reste, ben là il faut se faire aider. C'est comme ça que à un moment, quand j'avais eu des anthésopathies aux ischios, donc ça devait être 2014, ça partait pas en fait. Donc j'avais tout testé, hein. Forcément du PRP à l'époque, j'avais testé le PRP, donc maintenant c'est à la mode, on peut en faire facilement. Et à la fin, ben, j'avais fait infiltrer. Et bon, c'était parti un peu comme par enchantement, voilà, un peu comme l'histoire des genoux. Mais il y a un moment, ça se trouve, tu n'as plus rien, et l'inflammation entre guillemets est là. Et le seul moyen d'enlever l'inflammation, eh ben, c'est de prendre un anti-inflammatoire plus ou moins puissant pour enlever ça. Après, je sais pas si tu te rappelles, mais de mémoire, tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, ça a tendance à bousiller un petit peu la flore intestinale. Et malheureusement, ça, c'est ce qu'il faut éviter. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est une histoire de compromis. Est-ce que tu en penses, tu en prends pas? Si ça fait, là, comme tu dis, toi, des mois
des semaines et des mois que t'as mal et que la douleur est toujours pareille, voire s'intensifie, c'est sûr qu'il faut l'éradiquer, la douleur. Ça n'a aucun sens. Et il y a peu de chances, en plus, qu'en prenant des antidouleurs, vu ce que tu fais à côté, tu vas pas aller faire des squats à 100 kilos en série de 10, hein. Il y a peu de chances que tu te déchires en allant marcher dans le sable, hein. Vraiment, je pense que là, tu risques pas grand-chose, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui, dans le cadre de leur travail, parfois ils peuvent avoir mal au dos ou mal au genou, et là ils vont prendre des anti-inflammatoires simplement pour pouvoir travailler. Mais là, tout le monde aura compris que c'est pas la bonne méthode, parce que là, dans ce cas, tu prends le risque de forcer sur quelque chose sur lequel il aurait pas fallu que tu forces. Là, c'est pas la bonne Donc là, méthode. tu prends anti-inflammatoire et antalgique? Non, là, je prends toujours rien à part ma pommade 3 fois par jour. Et selon mon humeur, un antalgique, enfin 500 milligrammes de paracétamol le soir, pour Ouais, c'est pas pouvoir grand-chose, c'est dormir. pas grand-chose. Moi, à un moment, quand j'avais eu, on témoigne sur les médicaments, mais moi, j'avais eu un nerf bloqué dans la jambe en 2017. Donc, j'en avais parlé dans la formation Superphysique pour ceux qui y sont. Je rappelle qu'il y a tout ce qu'il faut savoir sur la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com. Et donc, j'avais parlé de ça et en fait, ça s'était bloqué. Un matin, je m'étais levé et le nerf bloqué, je pouvais plus rester debout et je pouvais plus rester assis. J'étais obligé de rester allongé en me décompressant le bassin, tout ça. Bref. Et là, j'avais vu le médecin en urgence, on pensait à une hernie discale, à un truc compressif et tout, un peu comme t'as eu. Et en fait, il y avait pas de hernie, voilà. Et ça c'est bloqué en fait à force d'avoir les jambes croisées pendant trop longtemps. Moi, j'aimais bien être assis en tailleur et en fait, ça compresse un nerf. Bref, j'en avais parlé il y a quelques podcasts pour ceux qui suivent. Et j'avais vu le médecin et lui m'avait dit bon bah là, vu la douleur et tout, faut y aller quoi. Faut que vous puissiez rester assis, et rester debout de ça. Et il m'avait filé du tramadol. Et là, je peux dire, j'en ai pris une seule fois. J'avais pris une dose en plus, pour certains, ça ferait rigoler, c'est des doses un peu pour enfants, 50 milligrammes. Et là, c'est sûr que tu as l'impression de rien avoir, quoi. Là, t'es béton. Là, t'es béton avec du tramadol. Et donc, j'en ai pris une fois et je dis jamais je le reprendrai parce que là, vraiment, je sentais que c'était trop fort, quoi. Là, vraiment, c'est sûr. Et après, en faisant des recherches, j'avais vu que il y avait beaucoup de sportifs, notamment, encore une fois, dans les sports d'endurance, qui prenaient du tramadol parce qu'en fait, ça t'anesthésie complètement et t'es un peu invincible, quoi. Et bref, tout ça pour dire que ouais, il y a vraiment des trucs très très puissants et il faut faire quand même gaffe. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait que notre corps se répare de lui-même, récupère de lui-même, et souvent en fait, il faut l'aider parce que en fait, surtout avec les années, il veut pas récupérer le sagouin, il veut pas récupérer. Mhm, mhm. Ma foi, effectivement, pas de douleur, ça fait rêver, Rudy. Et là, donc, ça fait entre le début du podcast plus ce dont on avait déjà parlé avant le début du podcast avec Rudy. Donc, ça fait un certain temps que je suis assis sur ma chaise et j'ai les disques jambiers qui commencent à brûler un peu. Donc, je gigote comme un ver de terre pour trouver des positions différentes sur ma chaise. Voilà, Rudy, pour mes dernières histoires. Et Et donc, ouais. La bon, suite au prochain épisode. et dans ce cas-là, on va pouvoir attaquer les questions qui sont posées sur les forums Oui. Superphysique. Alors, je voulais commencer avec une question qui m'a un peu dérangé. Et je vais expliquer pourquoi. C'est une question de Thaler du 17 qui dit comment bien se préparer au test du BPGEPS. J'ai pour projet de passer le BPGEPS. Comme vous le savez, il y a 3 exercices, développé couché, squat et traction. Je me demandais donc comment je pourrais organiser mes séances autour de cela. Alors, je vais répondre rapidement. Donc, comme je donne des cours en BPGEPS, depuis maintenant 2 ans à l'école Sport Léman, en fait, moi, j'ai un petit problème quand je vois cette question, parce que pour moi, ça signifie un manque d'expérience monumentale, je veux dire monumentale, en musculation. Les tests qui sont demandés, je les ai plus en tête, mais ça va être quelque chose. À l'époque, quand j'avais fait passer des tests il y a très longtemps pour une autre école, pour Efficiencia, en région parisienne. Je crois que c'était ça le nom de l'école avec Didier Reiss. Il m'avait demandé de venir et je crois qu'il fallait faire genre 6 reps à 80% de son poids de corps au développé couché. Fallait faire genre 6 tractions pour les gars. Bref, c'était des tests qui étaient vraiment très 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 faibles et qui, pour quelqu'un qui veut devenir coach sportif, normalement, c'est pas un problème. Il a même pas besoin de s'entraîner pour. S'il les fait pas, il est pas fait pour être coach. Et aujourd'hui, ce que je vois, et pareil, je reçois plein de messages comme ça, c'est que beaucoup de personnes ont vu la lumière avec cette histoire de coaching sportif. Il y a beaucoup d'écoles, ça s'est démocratisé, et il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas peur, entre guillemets, de prendre des personnes qui sont complètement débutantes en musculation, qui ont vu la lumière, qui font de la muscu peut-être dans leur garage comme ça, voilà, avec peu de poids. On va y revenir un petit peu après. Et qui disent tiens, moi, j'aimerais bien être coach, j'aime bien m'entraîner, ça a l'air sympa, je veux devenir coach. Sauf que pour devenir coach, je vais me prendre en exemple, même si je dois pas être le seul. J'ai attendu d'avoir 5 années de pratique avant de vouloir devenir coach.
Et les performances physiques à l'époque, c'était d'un autre niveau. Pour rappel, il fallait faire pour le BE Acumez 20 tractions, 30 dips, 20 reps à son poids de corps au coucher et 10 reps à 1,5 fois son poids de corps au squat pour avoir la moyenne. Là, il fallait s'entraîner. Là, on est d'accord qu'il fallait s'entraîner. Mais là, pour faire des 6 reps à 80% à son poids de corps ou 6 tractions, si on n'est pas capable de le faire, il n'y a pas d'histoire de BPGEPS. Il y a commence par t'entraîner et puis tu verras après si t'aimes vraiment la musculation et si t'occuper des autres, parce qu'encore une fois, s'entraîner et entraîner les autres, c'est pas du tout la même chose, ça t'intéresse et que c'est quelque chose, une extension de toi. Mais là, quand j'ai vu cette question sur les forums, j'ai pas osé répondre. J'ai vu qu'il y a Pierre qui est le développeur d'application Pairing qui a répondu sympathiquement, mais il y a un gros problème. L'idée, encore une fois, quand on passe un diplôme, et d'autant plus un BPGEPS pour être coach, c'est qu'on est déjà de la pratique, on est déjà de l'expérience. C'est ça la légitimité. Si on a besoin de s'entraîner pour faire 6 reps à 80% de son poids de corps pour être pris en BPGEPS, bon, à un moment, voilà, ça va pas. Faut faire 10 reps à son poids de corps minimum, sinon on se lance pas dans un BPGEPS. Et je parle du développé couché, mais il peut y avoir d'autres exos, hein, pour pas être sectaire, mais donc ça m'a un peu retourné ce genre de questions. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'ai sorti ma calculatrice Windows parce qu'avec le temps, à force de faire de Ah l'Excel, je suis devenu non! une truffe en calcul Ah mental. non! Oh là là, le mec dépérit, quoi. Si t'es- Ah ouais, j'ai un dépérissement physique et même cognitif. Si... Trop fait d'Excel. Si comme moi maintenant tu fais 72 kilos, qui était mon dernier poids, voilà, suite à mon nouvel arrêt récent, puis le fait que quand je m'entraîne, moins je mange. Donc 72 kilos, je fais 80% de ça. Si ton chiffre est juste, ça fait 57,6 kilos. Oh là là, Donc 6 reps à 57. 4 à 57 kilos développé couché, ce serait, selon ce que tu dis, le seuil à avoir pour avoir le truc au développé couché. Donc, Alors, voilà. tu crois que tu peux devenir coach alors, même en étant blessé? Ah, c'est bien possible, c'est bien possible. Donc, oui, non, mais après, je te rejoins un peu. Bon, comment dire? On en a déjà parlé plein de fois. Pour nous, c'était une grosse erreur d'abaisser ces barèmes aussi bas en plus, parce que du coup, tu vois, peut-être que si le barème était un petit peu plus élevé, les gens qui ont vu de la lumière puis qui veulent y rentrer, voilà, ça les déconnecte. Tu vois, ça leur viendrait même pas à l'esprit. Mais là, comme les barèmes sont si bas, peut-être que ça a ouvert une porte. Après, bon, c'est comme ça. Moi, ce dont j'ai l'impression, mais là c'est la minute entre guillemets politique de la France, mais vous aurez peut-être la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de normes, de contraintes, de certifications pour faire le moindre truc. Et comme après, euh, on s'aperçoit que c'est un petit peu contraignant, et ben du coup, ils baissent le niveau requis pour faire les différentes certifications. Et donc là, c'est comme ça qu'avant, il y avait le BES Acoumes, c'est devenu le BPGEPS. Et puis là, maintenant, il y a un certificat de je ne sais quoi dont Rudy peut nous parler, qui va abaisser encore un peu plus le niveau du BPGEPS. Et on a l'impression que c'est souvent comme ça, en fait. Bien sûr, ça, c'est un nivellement vers le bas. Donc, t'écoutes pas dans les podcasts avec Clément, on en parle pas mal. On en a encore parlé la semaine dernière. Mais ouais, donc maintenant, il y aura le CQP qui existait déjà pour certaines disciplines. Maintenant, il y a le CQP, donc muscu, qui va sortir l'année prochaine, qui sera entre 4 et 6 mois de formation en fonction des organismes de formation, avec un stage peut-être pas obligatoire en salle, en fonction encore des établissements qui vont le proposer. Et forcément, dans ce laps de temps-là, comme il y a, j'ai parlé du nombre d'heures de formation, mais sans doute la moitié comparativement à un BPGEPS, et les personnes qui vont en sortir seront encore moins armées pour coacher. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, le diplôme de BPGEPS ou n'importe quel diplôme, c'est juste un début en fait. Comme je le dis souvent, c'est sur le terrain, c'est qu'on apprend. C'est ça, c'est l'expérience, la légitimité, c'est de faire. Là, on donne des bases théoriques, ce que je dis souvent aux élèves. Je dis voilà, moi je vous donne ma vision du moment, de comment il faut s'entraîner pour prendre du muscle, comment il faut manger, tout ça. Mais c'est amené à évoluer. Et vous, ce que vous allez voir sur le terrain, va enrichir votre expérience et sans doute que vous allez vous faire votre propre tambouille après. Et c'est que le début. Mais pour que ce soit que le début, encore faut-il être passionné et pas se dire comment je vais faire 6 répétitions à 80% de mon poids de corps au développé couché pour réussir les tests d'entrée, quoi. Là, c'est sûr que c'est pas une passion. Là, c'est une passade, t'as vu la lumière et puis voilà. Et donc ça, c'est vrai que cette question m'a un peu titillé, quoi.
Oui, on a des variantes aussi sur le forum où des types veulent aller à l'armée, mais ils n'ont jamais couru de leur vie et ils demandent des conseils pour passer le test Luc Léger ou je ne Ah, j'ai sais une blague, j'ai une quoi blague, j'ai une pour blague. rentrer à l'armée. Bon, si quand même, si t'as jamais couru, si t'as jamais couru puis que tu veux aller à l'armée, c'est un peu bizarre quand même, quoi. Bon. J'ai une blague, j'ai une blague sur le MMA si tu veux. Je sais pas si j'ai déjà raconté. Donc sur la formation super physique, encore une fois, sur méthodesp.com, au début il y avait un forum qui était très 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 utilisé. Donc maintenant je m'en sers plus et je préfère recevoir les questions par email. Bref, je vous expliquerai tout si ça vous intéresse. Et il y avait un gars, donc je ne citerai pas son prénom, qui c'était 2017, au tout début quand j'ai lancé ça. Donc tout est toujours d'actualité. Et il disait moi j'aimerais faire du MMA, j'aimerais devenir pro à l'UFC. Et là, tout le monde dit, ah ouais, putain, un pro à l'UFC, tu vois, c'était il y a 6 ans quand même, hein. Je dis, putain, mais c'est bien et tout, quelle ambition, nanana. Et donc, tu vois, on dit, ah ouais, mais tu fais du combat, qu'est-ce que t'as déjà fait, tout ça, quoi. Et le gars nous dit, bah non, mais j'ai pas encore commencé, il dit, attends, mais c'est pas une blague, cette histoire. C'est pas une blague. Il dit, non, j'ai pas encore commencé, mais je vais m'y mettre et tout. J'ai prévu de déménager à Paris exprès pour aller m'entraîner au MMA Factory, donc qui est une des plus grosses salles en France de MMA. À l'époque, je crois qu'il y avait pratiquement que cette salle. Et bref. Et, le gars nous explique ça. Il nous dit, mais t'as jamais fait de sport combat? Non, non, non. Il nous dit, mais tu te rends compte quand même que c'est un gros niveau quand même. Tu vas pas arriver là-bas et puis ils vont t'entraîner, quoi. Tu sais, c'est comme si tu vas dans une salle avant que les meilleurs coachs s'occupent de toi, il va se passer du temps, quoi. Le mec il dit, ouais, mais je fais quand même du shadowboxing 3 fois par semaine dans mon garage. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et bref, le gars nous raconte ça et donc tout le monde lui a dit, sans être méchant, on était sympa quand même. Il lui a dit, mais attends, là, c'est mort. Et donc, bah, bon, il a vite disparu, hein. Il a vite arrêté de nous dire. Et j'ai pas vu son nom passer à l'UFC ni dans quelque organisation que ce soit. Mais c'était marrant de voir cette déconnexion complète, d'avoir vu la lumière, de dire, ah tiens, j'ai un peu de shadowboxing, ah, ça me fait plaisir. Et moi, ça me rappelle toujours la phrase de Tyson. Du moins dans son autobiographie, je crois qu'elle est de Keus D'Amato, son premier entraîneur, qui dit tout le monde a un plan, c'est temps qu'ils s'en prennent une dans la tronche, quoi. Et c'est vrai que tant que tu t'es pas pris un coup dans la tronche, tu sais pas si t'aimes le MMA, parce que t'inquiète pas que tu vas t'en prendre plein des coups, hein. Et donc voilà, c'était l'anecdote, c'était tu vois la lumière et tu dis oh ça a l'air génial, je veux en faire. Et donc il y a un monde entre l'idée, se faire l'idée de quelque chose et faire la chose. Des fois c'est pas du tout pareil, hein. Oui, et d'ailleurs, on voit pour le MMA, on avait déjà parlé plein de fois ici du fait de commencer très tôt telle ou telle discipline sportive pour pouvoir performer et que ce soit, je sais pas comment dire, moi, que le physique se soit un petit peu construit en même temps qu'on grandisse, Bah bien on se sûr. soit adapté. Et là, pour le MMA, c'est flagrant quand on regarde les athlètes qui sont les meilleurs. On peut regarder sur Wikipédia leur biographie. Et j'ai l'impression qu'il commence de plus en plus tôt, quoi. C'est pas rare de voir, oui, à 4 ans, il faisait déjà du jiu-jitsu avec son père. Et donc, le type, quand il a 20 ans, voilà, il en est déjà à 16 ans de jiu-jitsu. Enfin, c'est des trucs de fou maintenant, hein, à quel point ils commencent tôt, les Bien mecs. sûr. Et tu vois, Ouais. je suis pas mal l'actualité du CrossFit, donc sur la page d'El Sabre. On salue s'il nous écoute. Et en fait, aujourd'hui, la nouvelle génération de crossfitters à haut niveau, en dehors encore une fois du dopage, voilà, des polémiques qu'il pourrait y avoir, c'est ceux qui ont commencé à 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et donc en fait, ils arrivent à 20 ans, ils ont déjà plus de 10 ans d'entraînement. Et donc comme ils ont grandi avec cette on va dire, multitude de mouvements, en fait, ils arrivent, c'est des machines, quoi. On voit chez les filles, là, il y a une fille qui a quoi, 18, 20 ans. La fille, je crois, elle a fait top 3 l'année dernière. Et on en voit de plus en plus comme ça, qui en fait ont commencé, vu que maintenant il y a un peu d'ancienneté avec le CrossFit, ont commencé très très tôt. Et en fait, qui arrive à un moment, c'est des machines, hein, surtout que c'est les meilleures années, 20, 25 ans, et donc si tu as toute cette pratique auparavant, bah voilà, t'es machine, quoi. Oui, oui, bah c'est ça. On a l'impression que là, ces disciplines, on a l'impression que ça ressemble un peu avec des disciplines qui nécessitaient de grandes qualités athlétiques comme le patinage artistique ou la danse et où les filles commençaient très tôt. Et ben, on retrouve ça maintenant donc en MMA, puis comme tu dis, Ouais, et en même CrossFit, quoi. Ouais. en force athlétique aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a un des meilleurs Français, Malik, qui venait au tournoi Super Physique quand il était gamin, quand il avait 13-14 ans. Puis maintenant, c'est un des meilleurs Français en force athlétique, pareil. Et puis quand il avait déjà 13-14 ans, il s'entraînait déjà comme un fou. Donc, bon, après, quid de la longévité, là, ça va être une autre histoire. On sait malheureusement comment ça va finir, mais en tout cas, on voit que si on loupe les meilleures années, c'est compliqué. Ben, en tout cas, on aura des difficultés à devenir le meilleur du monde, même si ça arrive quand même Ouais, mais parfois. c'est con parce que moi, je suis déjà le meilleur de ma terrasse. Et je me dis, je pourrais être le meilleur peut-être de ma rue. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux avoir ce titre sur une épreuve que personne ne fait? Peut-être, Rudy, peut-être. Alors, on passe à la question suivante. Ouais, nouvelle question. C'est une question de Billy the Green Kid. J'ai 28 ans. Je pesais l'année dernière 109 kilos et j'en fais aujourd'hui 75 pour 1m82. Donc c'est la photo que je t'ai envoyée, Fabrice.
Si jamais vous pouvez voir ça, c'est dans mon topic à moi. Rudy Koya, posez-lui vos questions sur la musculation et c'est la dernière question qui a été posée au moment où le podcast sortira. Et donc il a perdu 34 kilos, une belle avancée. J'ai pour objectif de devenir assez sec, entre 10 et 12%, et d'avoir un peu de muscle. Je reste insatisfait de mon physique, car malgré une belle perte de poids, je me trouve toujours trop gras, avec trop peu de muscles. Depuis un an, je fais du PPL à la maison avec en tout 51 kilos de fonte pour travailler. Une chose dont j'oublie le nom, mais qui sert à faire des tractions et des dips et un banc. J'ai été irrégulier pendant une bonne partie de ma perte de poids, je ne faisais pas attention à mes protéines, lipides, etc. J'ai commencé il y a 3 mois à prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, 1 gramme de lipides, et de travailler mon PPL 6 jours sur 7, avec un 6e jour en full body. J'aimerais faire un dernier effort et atteindre 70 kilos, pour travailler sur une base propre, car je me trouve plutôt gras. Mais je pense que même à 70 kilos, je le serai toujours, et je ne veux pas finir comme un squelette et descendre à 65 kilos. Mais c'est ma seule chance de sortir un physique propre à l'arrivée, je suis prêt à descendre aussi bas. Mes questions sont donc les suivantes. Après une phase de stabilisation, dois-je faire une prise de masse et espérer un beau physique en séchant dans plusieurs mois, voire l'année prochaine? Risquerais-je de devenir trop gras et de sortir un physique dégueulasse avec la base que j'ai à 75 kg si je procédais ainsi? Ou bien, dois-je devenir très sec voire maigre à 65 kg, dans le sens littéral du terme, pour partir sur une bonne base et commencer une prise de masse plus ou moins propre sur le long terme? J'aimerais vous envoyer une photo, ce serait plus parlant, mais je ne sais pas comment faire, et donc il a réussi juste après à mettre une photo. Fabrice, toi qui as vu la photo, que doit faire notre ami Billy? Ouais, bah effectivement. Bon, déjà, il a perdu beaucoup de poids. Et ça se voit bien. Là, il a mis une Voilà, belle photo, ça se voit bien. Voilà, l'avant-après est quand même assez spectaculaire. Après, sur la photo après, bon, on voit qu'il a un petit peu de muscle quand même. J'ai vu un petit peu de bras sur la photo. Voilà. Après, je sais pas si c'est parce qu'il a pris la photo par le haut. Je crois ça. On a l'impression qu'il a des grandes hanches ou qu'il est peut-être un petit peu gras des hanches, peut-être plus qu'il ne l'est. Alors ça, c'est une astuce pour ceux qui, si vous avez déjà fait des photos de vous, la manière dont on prend la photo quand on fait des photos de muscu, ça change énormément le physique selon l'angle de l'appareil. Soit c'est légèrement par en dessous, soit c'est légèrement par au-dessus. Et il y a un cas que Rudy va rappeler, parce que lui, c'est un expert en photo, qui fait que soit vous avez vraiment un physique en V, soit vous avez un physique grassouillet même quand vous êtes sec. Alors, quel est le bon angle de la photo, Rudy, et le mauvais angle de la photo? Il me fait rire. Je sais pas, il y a pas de bonne. Non, mais de toute façon, quand t'es bien, t'es bien. Il n'y a pas d'histoire d'angle ou pas. Mais c'est vrai qu'après, quand t'es moyen, bah, c'est là qu'on voit les photos un peu magouilles. J'ai fait tout un chapitre d'ailleurs dans mes 2 livres, le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel. Fabrice, merci pour cette petite introduction. Mais ouais, en fait, faire des photos, c'est tout un art. Et c'est vrai que il y a plein de choses pour apparaître sous son meilleur jour. Et c'est pour ça que faut se méfier des photos. D'ailleurs, on en a souvent parlé sur les réseaux. J'ai déjà vu des gars en photo qui sont exceptionnels. Quand on n'y connaît rien, on se dit, ouais, c'est incroyable. Moi, qui ai l'habitude de voir des photos, je me dis, ah, c'est vrai que là, en vrai, ça doit pas être le même. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui rendent beaucoup mieux de profil, d'autres mieux de face, d'autres qui sont mieux de dos. Bon, voilà, c'est un problème. Mais ouais. Ok, alors je finis quand même sur la question. Donc voilà, bon, il y a une photo, bon, le physique est correct, bon, c'est pas par rapport à ce qu'il était, c'est vachement bien. Par rapport à ce qu'il était, c'est vachement bien. Bon, il a l'air encore un petit peu gras sur la photo, mais en fait, moi, je pense que c'est un peu la mauvaise approche. On a souvent ce type de questions-là sur le forum, d'essayer de trop se focaliser sur entre guillemets l'évolution physique. Est-ce qu'il faut que je sois super sec? Est-ce qu'il faut que je fasse par une prise de masse? Et en fait, j'ai l'impression qu'on est souvent, ils sont trop obsédés par l'objectif, alors qu'ils devraient peut-être plus se concentrer sur le chemin, c'est-à-dire que se décontracter de l'éventuel objectif qu'ils veulent avoir, et simplement donc de faire sa musculation de manière sérieuse et avec un bon entraînement plusieurs fois par semaine, de rajouter du cardio, de manger bien, et entre guillemets, une fois que faut pas que je dise entre guillemets, on m'a Oh là pensé là, là-dessus. moi j'essaie de faire attention. Voilà. Et une fois que le train est sur les rails, les choses vont avancer d'elles-mêmes. Alors que si on se dit, par exemple, admettons la stratégie, bon allez, je fais une super sèche pour descendre à 65 kilos et voir vachement mes abdos. Donc là, on va rentrer dans une pratique de la musculation puis de la diète un petit peu obsessionnelle. Si tant est qu'après on atteigne l'objectif, la suite logique c'est
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste super sec, mais ça va être très difficile de prendre du muscle? Bon, allez, maintenant que je suis bien sec et propre, je peux repartir sur une prise de masse, mais ce sera une prise de masse propre. Et puis après, on se remet à bouffer et à s'entraîner éventuellement de manière différente que quand on séchait. Et à nouveau, on développe un comportement obsessionnel sur la bouffe et sur la balance, parce que cette fois-ci, on est en mode prise de masse. Et en fait, on n'en finit pas, on change tout le temps de bouffe, tout le temps d'entraînement. Alors qu'en fait, là, tel qu'il est, ça va à peu près. Et je pense que voilà, il devrait se concentrer sur faire des progrès en muscu, rajouter du cardiovasculaire pour être en forme et puis brûler un petit peu des calories, activer la circulation sanguine et tout ça, puis manger bien. Et puis ce qui va venir va venir quoi. Mais il faut pas se stresser trop avec des stratégies extrêmes. Parce qu'on a vu que en fait ça marchait pas vraiment bien, puis mentalement on devenait fou. Donc Bien sûr, bien sûr. Pour compléter ce que tu dis, vu que je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui sont dans ce truc de il faut que je prenne de la masse, il faut que je prenne de la masse, et qui sont dans ce truc d'être vraiment très très pressés. Et je le vois, je rigole avec Fabrice avant le podcast, le livre que je vends le plus, c'est le guide de la prise de masse au naturel. Alors que pour moi, la plupart des gens devraient plutôt prendre le guide de la sèche au naturel parce qu'ils sont tous trop gras. Ils sont tous beaucoup trop gras. Mais bref, à part cette petite blague, pour compléter la réponse, euh, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de racheter des poids. Parce que là, il a expliqué, Billy, qu'il a que 51 kilos de fonte pour travailler. Et c'est sûr qu'avec si peu de poids, ben, il peut pas prendre vraiment beaucoup de muscles. Même s'il fait des séries longues, même si sur des exercices peut-être pour les bras, voilà, il fait du curl, il fait des épaules et des élévations, voilà, il n'y a pas besoin d'autant de poids. Mais pour faire des gros exercices, souvent quand on est à la maison, en plus, on a un choix d'exercices assez limité. Donc, c'est des exercices qui sont plutôt risqués à terme, mais là, il doit être jeune, le Billy. C'est pas assez de poids. Donc, il faut commencer par en racheter. Ensuite, faut arrêter cette histoire de PPL 6 jours sur 7 avec le 6e jour en full body. Ça n'a aucun sens comme entraînement. Ça n'a aucune logique. Et comme souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de prendre un programme du site en fonction de son niveau et de s'entraîner. Par exemple, là, vu que ça fait qu'1 an qu'il fait de la musculation à la maison et de manière irrégulière, comme il le dit, et ben, en faisant un half body, parce que sans doute que une fréquence de 2 fois par semaine pour chaque muscle, c'est très bien. Donc, en s'entraînant 4 fois par semaine, en visant donc le long terme, en ayant plus de poids, en évitant de faire le yo-yo sur la balance, parce qu'effectivement, il a un physique assez propre aujourd'hui, et ben, il doit se concentrer sur sa progression à l'entraînement. Pour compléter encore une fois ce qu'a dit Fabrice, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à descendre à 65 kilos, et il faut oublier ces histoires de prise de masse quand on a été gras auparavant. Ça, je l'explique souvent. Toutes nos cellules, on s'en rend compte, sécrètent des hormones, entre guillemets, pour se remplir, notamment nos cellules graisseuses, et une fois qu'elles sont là, donc Billy qui faisait 109 kilos pour 1m82, et ben en fait, dès qu'il va faire un excès calorique, il va faire majoritairement du gras et pas du muscle. Et c'est pour ça qu'il doit éviter, comme je l'explique donc dans les bouquins, toute prise de masse. Donc s'il achète le bouquin prise de masse, il dirait merde, moi je peux pas faire de prise de masse, j'ai pas acheté le bon bouquin. Bah ouais, t'as pas acheté le bon bouquin, mais je l'explique pourquoi. Et ouais, il faut éviter ça parce que dès que t'as des cellules graisseuses, en fait, sinon ça t'oblige à te mettre au régime, en fait, tout le temps. Et dès que tu fais un écart, dès que tu manges beaucoup, et ben tu payes. J'en parle, je crois, dans une vidéo qui sort lundi sur ma chaîne YouTube. Je sais plus ce que j'ai enregistré comme vidéo, mais je crois que je parle de ça. Et donc ouais, là, oui, il est assez propre, mais ouais, il faut vraiment là racheter des poids et faire un entraînement un peu plus classique avec un peu de cardio, voilà. Surtout qu'il dit, je veux juste avoir un peu de muscle. Il est pas dans une optique bodybuilding. Quant à avoir 10 à 12% de taux de masse grasse, et ben si là il est à 75 kilos, là il va falloir sans doute peut-être une bonne année, voilà, en étant sérieux vraiment pour y arriver, en restant peut-être au même poids et en progressant l'entraînement. Mais en tout cas, perdre 34 kilos, ça montre quand même une sacrée volonté, donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il devrait y arriver à terme. ouais. Et Rudy, tu as fait un mauvais marketing. Il faut plus dire, il faut prendre un programme du site Superphysique. Il faut dire, il faut télécharger l'application SP Training, qui est gratuite sur la plupart de ses fonctionnalités et qui contient des programmes Ah d'entraînement oui, il et y en a tout plein plein. d'autres choses. Bien Voilà. sûr, il y en a plein, et normalement, dans une future mise à jour prochaine, on pourra aussi faire son programme. Il y aura un algorithme en fonction de comment on se voit. Donc, si j'ai des longs bras, si j'ai pas des longs bras, nanana, tout ça, toutes les longueurs osseuses et musculaires. Et l'application sortira même un programme semi-personnalisé par rapport à ça. Donc, ce sera vraiment une application exceptionnelle. Déjà qu'elle est déjà exceptionnelle, mais alors là, ce sera encore plus qu'exceptionnel. Ouais. Et sinon, je voulais aussi revenir sur la sèche, ou en tout cas ce qu'est un physique sec, parce que
Si on regarde YouTube, alors j'y vais plus maintenant sur YouTube. Ah, ça y est, Ouais, voilà, c'est fini. Je fais plus de corde à sauter ni rien. C'est fini, j'y vais plus. Mais à l'époque où j'étais allé et que je cherchais des exercices au poids de corps, des trucs comme ça, je voyais vraiment des types qui avaient des physiques mais de ouf, genre comme dans Dragon Ball Z, tu vois. Et donc musclés parfois plus que toi et sec même plus que toi ouais, bien sûr, quand tu avais et... fait ta compétition. Les trucs c'est complètement délirant quoi. Et alors quand on voyait des physiques comme ça, non je vais pas dire en compétition de bodybuilding pro parce que les types en compétition de bodybuilding pro ils sont beaucoup plus musclés encore. Mais quand même on se disait bon bah voilà ceux-là c'est des pros, c'est pour ça qu'ils sont très musclés et très secs. Mais quand tu vois sur YouTube des types qui entre guillemets pourraient être ton voisin, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, on a l'impression que c'est des types comme toi et moi, tu vois, parce qu'ils sont pas des compétiteurs de musculation. Et ben on peut se dire que ils représentent une espèce de norme qui est atteignable. Mais quand tu les vois les types comme ils sont secs et musclés, et si du coup ta représentation de la musculation ou de ce que tu peux avoir avec la musculation, c'est les types que tu vois sur YouTube qui, en apparence, voilà, sont accessibles, ah ben c'est vrai que t'as tout faux, quoi. Parce qu'après, tu t'imagines qu'être sec, c'est être comme ça, alors qu'en réalité, être sec au quotidien, pour la vie de tous les jours, pour un pratiquant de musculation naturelle sans dopage, et ben grosso modo, ça ressemble aux photos qu'on peut trouver sur le site Superphysique, là pour le coup, dans la rubrique Team Superphysique. Il y a beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, avec plein de photos sur plein d'années. D'ailleurs, il y en a qui étaient vraiment très doués pour être secs, et ceux-là, c'est des mauvaises références. Mais si on prend moi, par exemple, euh, on peut dire que globalement, voilà, j'étais sec pour la vie de tous les jours. Mi-sec, mi-gras. Mi-sec, mi-raisin. Non, mais voilà. En gros, tu vois, je sais pas comment décrire comme j'étais, mais non, voilà. Mais il y a un taux de gras idéal qui est aussi propre à chaque individu. Et c'est vrai que la plupart des individus sont pas faits pour être super secs. Là, il parle de 10%. Il y a de fortes probabilités que quand on a été ancien obèse, 109 kilos pour 1m80, 1m82, je crois qu'il a dit, bon, pour moi, c'est obèse, Peut-être que certains diront que c'est en surpoids, mais pour moi, c'est obèse. Et que 10% de taux de masse grasse, en fait, ce soit quelque chose qui lui demande tellement d'efforts qu'en fait, ce soit pas son taux de gras idéal. Et donc, à ce taux de gras-là, en fait, son corps fonctionne pas bien, qu'il soit tout le temps fatigué, qu'il soit irritable, qu'il soit pas bien. Et c'est pour ça que, il y a vraiment cette logique d'antécédent à prendre et ne pas vouloir aller trop contre sa nature parce beaucoup de personnes ne sont pas faites pour être secs en fait. Moi, je répète souvent ce que disait Jess Loder dans un podcast que j'avais fait avec lui, un des premiers combattants français à l'UFC une quinzaine d'années. Il dit déjà pour la plupart des gens d'avoir le ventre plat, d'avoir un abdal, c'est bien et ça peut faire sourire. Mais c'est vrai que pour beaucoup, vu les antécédents, tout ça, c'est déjà pas mal. Et déjà avoir les abdos visibles, avec Fabrice souvent on rigolait, on disait les abdos visibles c'est quand même la base. Mais en fait, de plus en plus, c'est pas la base, et c'est déjà un gros effort pour beaucoup de personnes qui n'ont pas été sportives et qui ont fait plein d'excès auparavant. Voilà, et justement, c'était ce que je voulais dire. Quand on dit avoir les abdos visibles, c'est avoir les abdos visibles en les contractant et avec une certaine lumière. En fait, avoir les abdos visibles sans les contracter et dans le noir, c'est exceptionnel. Et avec une lumière sombre, c'est un niveau de ouf. Et donc, du coup, si ceux qui écoutent le podcast ou des types se disent que il faut qu'ils sèchent jusqu'à avoir des abdos qui soient visibles sans les contracter, mais en fait, je sais pas, c'est peut-être 8% de taux de masse grasse, en fait, c'est super dur. Même peut-être moins, et puis c'est beaucoup d'efforts, et surtout c'est pas et c'est pas le taux de gras idéal de la majorité, et comme nous, on vise de plus en plus cette longévité, il n'y a pas d'intérêt à être trop sec, et en même temps, on rétablit quand même le truc, il n'y a pas d'intérêt à être gras non plus. Oui, mais voilà. Mais en gros, déjà, les abdos, si tu les vois en les contractant, voilà, c'est bien. C'est ça, être sec pour la vie de tous les jours, en fait. Si tu fais pas de compète de body ni rien, c'est ça, être sec. Il n'y a pas besoin de descendre plus bas ou d'être obsédé par autre chose. Mais c'est vrai que les tips sur YouTube, c'est un niveau de ouf. C'est pas une norme accessible, en fait, pour nous. C'est pas possible. Bien sûr, mais parce que, encore une fois, tu ne vois que les meilleurs des meilleurs. C'est toujours la preuve par l'exception. Et c'est pour ça que c'est dangereux, et j'en parle souvent. C'est qu'on prend exemple sur les meilleurs. Or, pour avoir coaché, comme je dis souvent, des milliers de personnes depuis 2006, il y en a un sur 1000 qui est doué comme ça. Et encore, la plupart sont pas doués comme ça. Et c'est pour vous qu'on fait les podcasts. Et c'est pour ça qu'on a fait Superphysique, on écrit des articles, on fait des vidéos, tout ça. Parce que c'est pas la réalité, en fait, pour la plupart. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui est accessible. Et voilà, d'où la team Superphysique, qui est, en plus, le meilleur niveau, entre guillemets, qu'on peut atteindre naturellement. Donc, qui est pas accessible à la plupart. Et c'est vrai que quand tu regardes YouTube ou même tu regardes les réseaux sociaux, tu dis mais tout le monde est super bien, c'est incroyable. Et puis tu vas dans la rue,
tu vas à ta plage là avec tes lunettes déshabillantes là, et là tu te dis ah ouais, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Effectivement, ce que je voyais sur le net n'est pas la réalité. Oui, ce que tu vois sur le net, effectivement, après tu dis, mais ils sont où? Je les vois pas. Je les vois pas. Où est-ce qu'ils se cachent, ces gens-là? Bah oui, non mais voilà, c'est parce que c'est pas la réalité. Et comme on se fait tous notre propre monde, voilà, c'est pour ça que j'aime bien distinguer le virtuel et le réel, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors c'est sûr que si vous allez en salle de muscu, vous pouvez voir plein de gars balèzes, des filles balèzes, naturelles, dopées, tout ça. Mais c'est un microcosme. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Il y a de plus en plus de gens, j'entendais des chiffres, je les ai plus en tête, mais il y a de plus en plus de gens en surpoids. Je crois que les chiffres montent à toute vitesse, et sans parler d'obésité. Donc ouais, c'est... Oui, mais ça, c'est encore autre chose, Rudy. Ça, le fait que plus de la moitié des Français adultes soient en surpoids, ok. Après, quelqu'un qui fait de la muscu, voilà, puis qui a une alimentation, la question, c'est jusqu'où il peut aller. Et donc, c'était la question à laquelle on avait répondu avec la team Superphysique. Ensuite, le truc, c'est que dans les salles de musculation, maintenant, eh bien, il peut y avoir des gens aussi qui prennent des produits sans le dire, ou aussi, comme ça s'est démocratisé, il y a de plus en plus de gens qui font de la muscu. Donc, statistiquement, de plus en plus de gens potentiellement doués qui vont bien performer en salle de muscu, alors que voilà, pour l'immense majorité, c'est pas facile d'avoir un bon niveau et d'être très sec. En fait, c'est ça la réalité. D'être à la fois musclé et sec, c'est pas facile. Et donc voilà, c'était mon propos. Il s'agit pas, Rudy, d'utiliser la relativité pour se dire que puisque la moitié des Français sont en surpoids, juste avoir le ventre plat, ça suffit quand on fait de la muscu. Non, on peut faire mieux, normalement. Oui, non, mais bien sûr, on veut faire mieux, mais sauf que j'ai l'impression que ça devient de moins en moins accessible à la majorité. Oui, et ben après, on retombe un peu sur ce qu'on disait. Là, en MMA, les types, ils commencent à 3 ans à s'entraîner, pour certains. Et ben, nous, la muscu, on avait commencé, toi, je sais plus quel âge t'avais, 13, 14. Moi, j'avais commencé à 15, 16. Sans surpoids, c'est sûr que, voilà, si tu commences à 20 avec du surpoids, bah déjà, c'est déjà un peu compliqué, quoi. Mais bon, c'est vrai, c'est comme ça. Eh oui. Alors, il y a une dernière question que je voulais traiter. C'est un commentaire qu'on a reçu sur SoundCloud suite à un récent podcast de Alexandre qui dit « Rudy, tu as l'air d'être un pro électrostimulation. Que penses-tu des studios d'électrostimulation où on enfile une combinaison et on stimule 8 zones musculaires en même temps, style full body ?» Fabrice, est-ce que t'as déjà vu ces studios d'électrostimulation? J'ai déjà vu des publicités. Oui, j'ai déjà vu des publicités. T'as jamais été testé? Non, mais j'ai vu, enfin, je vois le principe. Alors, les photos qu'on voit, c'est des gens qui ont l'air de faire des espèces de mouvements comme des mouvements de musculation, mais soit à vide, soit avec des poids très, très légers, avec des combinaisons. Et puis, voilà, on te dit sur la pub que c'est super. En 20 minutes, c'est comme, c'est un peu la même pub que le PowerPlate à l'époque, les plateformes vibrantes, c'est... Ah oui, c'est vrai! 20 minutes égale 2 heures. Ah bah tiens, ça fait des souvenirs ces machins-là. C'est un très bon exemple du marketing, des accessoires de musculation, tous ces trucs-là. Il y a eu le Bulwarker, il y a eu les barres de torsion. D'ailleurs, j'en avais acheté une il y a pas longtemps. Ça avait fait des souvenirs. La barre de fer à tout faire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait eu aussi ces trucs-là. Les power plates, c'était à la mode par un temps. C'était facile d'accès pour les salles d'acheter ça. C'était hors de prix par contre. Hein. Il y avait beaucoup. La marque PowerPlate était hors de prix. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était vraiment démesuré quoi. Ouais. Et donc j'avais testé un petit peu moi ce truc-là. Donc l'idée c'était par exemple tu te mettais en position pompe dessus et puis ça faisait un peu l'équivalent d'être sur un ballon suisse parce que c'était un peu instable, sauf qu'en plus ça vibrait très fort. Donc c'était un peu plus difficile que tenir sur le ballon suisse parce que tu avais une instabilité mais en plus permanente. Mais bon, c'était hyper chiant, ça faisait tout bizarre comme sensation. Et la vérité, c'est que dans les salles, personne n'utilisait ces trucs-là, en fait. Personne faisait ça, c'était trop chiant. Et c'est tombé en désuétude. Non, il y en a qui vendaient du coaching là-dessus, du coaching PowerPlate, justement, pour les gens le midi, un peu à l'instar, c'est vrai que j'y pense, des studios d'électrostimulation en combinaison entière, quoi. Ouais, c'est dingue de voir toutes ces histoires de mode. Et donc, alors, du coup, est-ce que tu as testé, toi, ces Bien sûr. Alors moi, j'étais, je pense, un des premiers encore une fois en France à tester ça. Donc il y avait le gars qui proposait la marque Mia Bodytech, donc qui existe toujours, qui était venu chez moi quand j'avais l'appartement avant la Villa Superphysique et qui était venu me faire essayer. Et finalement c'était très surprenant parce qu'en fait là tu peux pas faire de faux mouvements entre guillemets, j'utilise entre guillemets, parce que comme tout se contracte en même temps, t'es obligé de faire le bon mouvement quoi, d'avoir une technique un peu irréprochable. Et donc c'était hyper intéressant. J'avais trouvé ça hyper intéressant dans l'optique d'apprendre bien les mouvements, d'utiliser ses muscles, parce que là c'était obligé de se contracter. Après, sur l'histoire de c'est aussi efficace qu'une séance de musculation, nanana,
c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est un bon outil, je pense, de rééducation, justement, tu vois, pour les compensations comme toi, ça peut être une bonne idée pour reprendre, mais c'est pareil, c'est vendu hors de prix. Et où c'est comme les ceintures d'électrostimulation qui étaient vendues à M6 Boutique, voilà, où on disait équivalent à 2000 abdos. Mais ouais, sinon ça casse pas trop pattes à un canard. Je rappelle que je suis pas spécialement pro de l'électrostimulation, car vraiment pour, mais que j'ai fait vraiment beaucoup de tests au moment où Michael Gundil avait commencé à en faire et tout. Moi, j'avais acheté le même que lui, et j'avais vraiment testé sur de nombreuses personnes, vraiment un gros paquet de personnes, que ce soit en potentiation, en post-activation, en récup, vraiment des dizaines de personnes. Et donc, ce qui fait que j'ai une grosse expérience du sujet, surtout avec de fortes intensités. Parce que la plupart des gens, en fait, font l'électrostimulation, mais ils mettent pas d'intensité. Et donc, ça fait pas grand-chose. Et malgré tout, je suis pas spécialement pour, parce que je m'étais rendu compte que ça nécessitait, ça nécessitait énormément de volonté et de temps, en fait, sans bouger. C'est ça le plus chiant, c'est quand tu fais l'électrostimulation, en fait, ben, il y a des moments où tu peux rien faire, quoi. En fait, t'as le truc qui se lance, et encore plus quand tu mets à forte intensité. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est tombé un peu en désuétude, à part peut-être pour la récupération, pour ceux qui glandent rien à des moments de la journée, et encore pas le soir, parce que ça réveille, ça active le système sympathique, pour ceux qui connaissent tout ça. Et donc, je suis pas spécialement pour. Je dirais même que c'est un des derniers trucs que j'utiliserais en matière de récupération. Je pense qu'il y a des trucs plus intéressants à faire que l'électro. Mais c'est plutôt que j'ai une bonne expérience, et donc j'avais fait 2 articles. Il y en a un sur Superphysique et un sur rudicoya.com. Il faut que ça t'intéresse d'aller un peu plus loin sur le sujet. Mais voilà, encore une fois, c'est de la publicité mensongère, c'est vendu hors de prix. Il n'y a pas de raccourci au travail dur et à la patience, à la persévérance du travail pour avoir des résultats. Voilà, et sinon ce serait trop facile, mais il n'y a pas. Oui, alors, et moi j'en ai fait de l'électrostimulation quand il a fallu que je récupère un peu de force au niveau de la cheville, là, suite à mon opération du dos pour la sciatique, où je pouvais plus trop bouger la cheville droite. Donc j'en ai eu, hein. Et ben c'était exactement comme d'habitude. Donc déjà les électrodes pour les placer, c'est un petit peu chiant. Bah, quand t'as des poils, bon, à la limite ça tu peux te dire allez je me rase, voilà, je fixe ce problème-là, je me rase et comme ça j'ai pas cette histoire que les trucs collent au poil. Mais après, encore faut-il les mettre correctement parce que sur les petits muscles comme les biceps ou là le jambier antérieur, qui était le muscle sur lequel c'était appliqué, et ben c'est pas si simple. Ah oui, Et quand les il est électrodes, pas assez gros le muscle, donc c'est ça ça. doit toucher tous les tendons, tous les nerfs en plus qu'il y a. Exactement. Donc c'était le même bordel que d'habitude parce que j'avais moi aussi testé il y a plus de 15 ans. Oui, Et en fait, je me souviens de tes vidéos, Fabrice, d'électrostimulation sur oui, l'iPad. oui, On se donnait rendez-vous. on en a déjà parlé plein de fois en podcast, ça va faire les radoteurs, c'est pour ça que j'en reparle pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand le courant électrique passe, tu sens que tu as des espèces de décharges au niveau des tendons. Et franchement, c'est hyper désagréable. Ah Donc, ouais, moi, je montais en intensité parce que voilà, mythe du guerrier et tout ça. D'ailleurs, voilà, c'est déjà, ça montre aussi que dans la tête, j'ai un problème avec la douleur, vu que j'ai associé le fait que la douleur est bonne, alors qu'en fait, c'est pas nécessairement bon. Mais bon, bref. Et en fait, c'était le même cirque que d'habitude. Ça faisait des décharges électriques sur les tendons. Donc, au final, c'est pas très agréable. Et voilà, le même truc. Et sur les biceps, ça faisait pareil. Ça faisait des décharges électriques. Sur les triceps, pareil, décharge électrique, en plus très difficile à mettre tout seul sur les triceps. Sur les pectoraux, je crois que dans le mode d'emploi, c'était dit qu'il fallait pas les mettre. Donc, en gros, c'était pas trop mal sur les abdos, mais comme Rudy l'a dit, c'était hyper chiant. Puis ah finalement, ouais, non, mais les abdos, dès que tu mets fort, ça te plie en deux, hein, vraiment. voilà, c'est ça. Donc, au final, mieux vaut faire du crunch sur ballon suisse ou du crunch Non, à mais la pilier haute. le problème de l'électro, en fait, c'est que c'est des contractions isométriques, entre guillemets, parce qu'il faut pas bouger pendant. Et donc, comme on l'a déjà expliqué, en fait, ce qui est le plus efficace, c'est cette alternance d'étirement et de raccourcissement que procurent les exercices. Et c'est aussi pour ça que c'est beaucoup moins efficace pour prendre du muscle électrostimulation. Ouais. Allez, et pour terminer, Rudy, donc comment tu fais pour les coller les électrodes alors avec la combinaison en fait que tu as testé? Et Ça, ben, ça, de mémoire, il n'y a pas besoin de les coller parce qu'en fait, la combinaison est tellement serrée qu'en fait, ça touche et ça fait moins mal. Il y a pas ce problème de douleur qu'on a avec un Compex ou un Blue Tense où il faut que les électrodes collent bien, où il faut mettre du gel si elles sont pas neuves, tout ça. Il y a pas ce problème-là en fait. Mais En t'étais fait, habillé ou t'es en slip? et t'es en slip et tu mets la combi complète et hop. Ou t'as même pas de slip et hop, tu mets tout la combi et voilà. Bizarre, en effet. Ah, faut que t'ailles tester, Fabrice. Superphysique t'offre un bon d'essai pour aller tester. À 50-60 € la séance, fais-toi plaisir. Hein.
Mais Ok. ouais, après, voilà, l'électro, il y a des avantages et des inconvénients, mais pour nous, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, et c'est pour ça que des fois, on en parle, voilà, parce que c'est quand même intéressant, rien que pour le recrutement musculaire, pour comprendre comment sont organisées les fibres musculaires au sein du muscle, pour voir que on a des limitations via notre propre cerveau et des récepteurs qu'on a, et qu'on essaye de l'élever au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Bref, il y a plein de choses qui sont intéressantes qu'on permet de comprendre avec l'électro, mais sinon, en tant que tel, bah, c'est pas très efficace et c'est cher pour ce que c'est, sauf si vous prenez, moi je recommande souvent à ceux qui veulent essayer, la marque Blue Tense, ça coûte 100 ou 150 € et ça suffit largement, et en plus c'est une marque française, voilà, et ça suffit largement pour faire la plupart des choses qui sont utiles si vous restez des fois de temps en temps sans rien faire dans votre canapé. Voilà. Et bah sur ce, on arrive au bout de cet épisode et on espère, comme je dis, que vous avez passé un bon moment de compagnie. On se retrouve dans 2 semaines avec Fabrice, où on espère qu'on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer. Il sera peut-être de nouveau en béton, la belle vie. La belle vie. Et sinon, la semaine prochaine, ce sera avec June. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.